C'est bon. Mesdames, Messieurs, chers collègues, bonjour à toutes et à tous. Je vous demande de bien vouloir prendre place. Nous allons débuter notre séance de conseil communautaire. Un petit rappel, comme traditionnellement, vous aviez à l'entrée sur le pupitre à droite la feuille d'émargement. Donc ceux qui ne l'ont pas paraphé, n'hésitez pas à aller le faire. Merci. L'ordre du jour, vous savez, c'est ce conseil qu'on a coupé en deux pour permettre d'avoir une séance la semaine dernière et puis une autre cette semaine. Donc, je propose que ce soir, pour le secrétariat de séance, ce poste soit proposé à M. Rémi Delage. Merci, mon cher Rémi. Ensuite, les absents et les excusés. Donc, alors, absents ayant donné pouvoir, M. Mocor a donné pouvoir à M. Daudin. M. Cassagne a donné pouvoir à M. Guilbeault. Mme Perdereau a donné pouvoir à M. Nollet. M. Duchesne a donné pouvoir à Mme Lambert. M. Claude Bordier a donné pouvoir à M. Maurice Lesourd. M. Tulane a donné pouvoir à Mme Marchal. Et M. Baudry a donné pouvoir à M. Briand. M. Laporte nous a envoyé un message pour demander de bien vouloir l'excuser. Et Aline Plouzeau vient de m'envoyer un petit mail pour me dire « Désolé, j'arrive dans 15 minutes ». Voilà. Donc, elle prendra... nous allons vérifier. Oui, tu as raison. Michel Pavie, donc pouvoir donner Madame Luneteau. Oui. Pour l'instant, je n'ai pas eu de message. Agnès Borel va arriver en retard aussi. D'accord. OK. Bon. Eh bien, je vous propose donc qu'on débute notre ordre du jour. Donc, alors, vous avez reçu avec le dossier les rapports des décisions prises dans le cadre des délégations faites au président, le tableau. Donc, il y en a 3. Avez-vous des remarques ou des questions quant à ce... Non, pas de remarques particulières. Donc, on considère qu'il a été présenté. Ensuite, vous avez aussi reçu le procès-verbal du Conseil du 5 juillet dernier, donc la semaine dernière. Il a été envoyé ce matin, exactement. Donc, des remarques à formuler? Des questions? Non, je le soumets à votre approbation. Y a-t-il des avis contraires? Des abstentions? Eh bien, je vous remercie. Alors, nous avons sur l'ordre du jour aujourd'hui un retrait, la délibération numéro 1 concernant le FPIC et la DSC, puisque nous attendions le bordereau de l'État, mais il n'est pas arrivé. Donc, ça sera pour septembre. On ne pourra pas le traiter. Et par contre, on a fait un ajout, la délibération 21 concernant la gratuité, l'exposition de l'écomusée le 22 juillet dans le cadre de la soirée cinéma en plein air. Donc on propose qu'on aborde ce point tout à l'heure en fin de séance. Alors, ce soir, la première délibération concerne l'élection des autres membres du bureau de la communauté de communes Chinon-Vienne-et-Loire. Vous le savez, dans le cadre du remplacement de Michel Ferrand par Pascal Lecomte en tant que maire d'Anché, et puis d'Éric Bidet qui a remplacé Corinne Leroy pour la commune de Thizay. On avait procédé lors du conseil inaugural, il n'y a pas tout à fait un an, c'était le 15 juillet, donc ça fait pas, on n'en est pas très loin, et on avait procédé donc à l'élection nominale de chacun des membres du bureau, en plus des vice-présidents. Donc il faut, pour la bonne forme, que nous puissions évidemment refaire la même chose pour les membres qui sont amenés à être remplacés. C'est une question de conformité au code, et si on ne veut pas que des décisions prises soient entachées d'illégalité, il faut qu'on procède à un vote à bulletin secret. Donc on doit le faire pour les 2 postes, et on ne peut pas le faire sur le même bulletin. C'est un vote uninominal, pardon. Donc on va procéder à l'élection, au dépouillement, à la proclamation du résultat, et on le fera donc pour les 2 candidatures. Alors, il faudrait nommer 2 assesseurs pour cette séance. L'année dernière, on avait pris les 2 plus jeunes,
Je vois qu'ils sont encore là tous les deux. Lucille et Jean-François, est-ce que ça vous pose un problème? Non, ça n'a pas de difficulté? N'y voyez pas là de brimade, hein? Bon, ok. Et puis, il faut un secrétaire de séance, non? Ben non, c'est bon. C'est bon, c'est Rémi qui est là. Donc, alors, on organisera le... Anthony va passer, on ne va pas se déplacer, hein, il va passer vers chacun pour qu'on puisse procéder au vote. Vous avez donc sur votre bureau des bulletins sur lesquels vous pouvez donc inscrire les noms. Et donc, je propose qu'on procède dans un premier temps à l'élection de M. Pascal Lecomte au bureau de la communauté de communes Chinon-Vienne-et-Loire. Alors, ceux qui ont les pouvoirs, évidemment, mettent le nombre de bulletins proportionnel au nombre de voix qu'ils représentent. Lecomte, c'est L-E-C-O-M-T-E. C-O-M-T-E. C'est sur la délib. On est 33 présents, donc en pouvoir, il y en a 33 présents. 33 dans la salle. Non, 33 dans la salle. Donc théoriquement encore 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je crois que vous l'aviez pas celui-là. Je vais lui redire. Oui, et puis j'ai omis de vous dire tout à l'heure, j'ai oublié un pouvoir qui était resté collé avec un autre. Monsieur Jacques Nourry a donné pouvoir à Monsieur Didier Gaudois. Voilà. Bah, une fois qu'ils ont voté. Attends qu'ils ont voté. C'est quoi? Le retard de 18h08. Non, c'est bon, je fais 18h15. On devrait avoir 42 bulletins. 42? Oui, j'en ai 9 plus 33 présents. On va voir. Je vérifie. Je vais compter. 34, je crois. 34. Ah oui, je me suis oublié. J'avais 34 et 9, 43. 43. Non, j'en ai qu'un. J'ai pas de pouvoir. J'ai une voix. Oui.
les habitudes de la Fédération socialiste. Tac. Allez, on va perdre 20 minutes, mais bon. On va perdre 25 minutes, une demi-heure, mais bon. Tony, mais il faut pas dire sur le souvenir, il faut vraiment mais ça on choisit pas aussi. Ça serait mieux. Il y a d'autres personnes qui vont arriver. Pour l'instant, Madame Fauvic, elle est. Ah oui. Béatrice, elle est. Non, puis il y a Agnès Borel qui va rejoindre aussi. Bah 3 si Béatrice arrive aussi. C'est bon, t'as 43. Non, bah vas-y, va compter parce que si il y en a qu'on a mis devant le Vas-y, va ouvrir et on va compter. On fait venir les deux assesseurs. On va commencer par compter le nombre de bulletins. T'as vu ? 2. C'était 31 décembre 2024. Et a priori, ils vont réabonder les crédits. Jusque-là, ça va. Qui c'est qui se met au pointage à la feuille? Il y en a un qui pointe et l'autre qui annonce. Vas-y, il n'y a pas besoin. Allez, vas-y, on débute. Vas-y, tu peux les prendre.
Donc, un blanc et 42. Donc, avec 42 voix, Pascal Lecomte est élu au bureau communautaire. Bravo, merci. Alors, je vous propose qu'on passe donc au deuxième vote et je vous propose donc la candidature de monsieur Éric Bidet. Et donc, il y aura donc 2 votants de plus puisqu'Aline Plouzeau nous a rejoint et Béatrice Fauvy. Il y a un blanc. Un blanc 42 pour... Il faut que je mette 45 au départ. Après, il faut que je remette 43 pour la première élection. En fait. 43 pour la première élection. Mais c'est comme j'ai qu'un seul procès verbal. Ben, 43 pour le premier scrutin et tu changes pour le deuxième scrutin. Oui, mais ce que je ferais, là, il y a 45 élus. Et puis tu Là, mettrais là. je vais mettre 43 ici. Voilà. Je mets 43 puis 45. C'est logique. Oui, 43 puis 45. Il a sous-traité. Allez.
Ils vont compter. Jusque-là, ça allait. Très bien, c'est parfait. C'est ce qu'on attendait. Ouais. 45, c'est bon. C'est bon. C'est très bien. Parce qu'il y a 2 personnes qui sont arrivées entre les 2 votes. Voilà. Il n'y a pas de mal. Allez, on y va. Tu savais? Il m'a envoyé un SMS. Il m'a envoyé un SMS ce week-end, samedi matin. Pour me dire. Je voulais t'en parler, savoir si tu l'avais vu. Il m'a envoyé ça pour me dire qu'il revenait à la maison des solidarités du conseil départemental. Ouais. Eh bien, Monsieur Éric Bidet est élu membre du bureau de la communauté de communes Chinon-Vienne-et-Loire. Merci aux assesseurs. Je vous propose qu'on puisse reprendre notre ordre du jour. Donc, comme je vous l'ai dit, la délibération numéro 1 est retirée. Nous n'avons pas les éléments concernant l'OFPIC et la dotation de solidarité communautaire. Et je vous propose qu'on passe
Tout de suite à la délibération numéro 2.1 qui concerne l'attribution de fonds de concours au titre de l'exercice 2021 pour la commune de Lernay. Et je vais laisser Vincent Nollet nous la présenter. Faut signer. Donc oui, juste pour revenir aussi sur la délibération qu'on ne peut pas voir ce soir. Bon, le délai était court, bien sûr, et si on ne l'a pas vu en commission finance, je rappelle qu'on a validé le principe en début d'année pour rétablir vos budgets communaux, que s'il y avait une variation du FPIC, elle ne serait pas assumée par les communes, mais par la communauté de communes, et malgré donc les 180 000 euros, parce qu'on sait la somme globale qui est notifiée, mais c'est la répartition qu'on n'a pas eue par les services de l'État, il n'y aura pas d'incidence sur les budgets communaux. Donc c'est pour ça que on n'avait pas vu le délai et vu le fait qu'il n'y ait pas d'impact pour les communes, il n'y avait pas eu de commission finance dédiée que pour ce sujet. Voilà. Donc on verra quand on aura le détail. Si on a d'autres sujets à traiter, on fera peut-être une commission finance où on le verra. Mais bon, si c'est juste pour valider le fait que ça augmente pas pour les communes, mais juste pour l'interco, on fera peut-être pas une commission finance spécifique que pour ce sujet. Voilà. Donc on revient à la délib sur les fonds de concours. Hein. Donc il y en a 4. Donc d'abord un projet pour la commune de Lernay pour un bâtiment intergénérationnel. Donc vous avez le détail en annexe du plan de financement à chaque fois qui est détaillé par la délib qui a été prise par la commune. De notre côté, donc la demande de la commune de Lernay est d'un montant de 35 000 euros qui respecte bien le fait de ne pas dépasser les 80%, on en est bien loin d'ailleurs, donc qui est dans les clous. Donc voilà la demande qui est faite pour Lernay. On va les voter individuellement, je pense. Oui, il faut les voter individuellement. Donc bon, il y a pas beaucoup de détails à donner. Ça rentre bien dans le cadre du fonds de concours, il n'y a pas de souci. Et on est encore en début de mandat, il n'y a encore pas de commune qui a nécessairement atteint son plafond. Donc là, on peut y aller. Y a-t-il des questions sur le sujet ? On va pouvoir passer au vote. Y a-t-il des avis contraires, des abstentions? Merci. Alors la 2.2 concerne maintenant une demande concernant la commune de Rivière. Donc la commune de Rivière, donc là c'est pour plusieurs types de travaux, des travaux d'accessibilité au niveau du cimetière et de l'embellissement, des aménagements au bord de la Vienne et une structure de jeu extérieur pour l'école. Donc le coût total de l'opération est un peu plus de 30 000 euros. Et du coup, la demande de fonds de concours est à hauteur de 13 000 euros. Pas de questions, on peut passer au vote. Y a-t-il des avis contraires, des abstentions? Merci. Alors la 2.3 maintenant pour la commune de Savigny. De Savigny. Donc là, c'est une demande un petit peu plus conséquente. Donc là, c'est sur le projet à la fois de rénovation autour des écoles et du centre-bourg. Donc, dans tout ce secteur-là, avec une amélioration aussi thermique du groupe scolaire de prévu. Donc, un projet à plus d'1,3 million. Et donc là, la commune demande la totalité de son fonds de concours, qui est à hauteur de 105 000 euros. Donc, je rappelle, c'est 105 000 euros pour les communes de plus de 1500 habitants qui ont des frais de centralité, notamment avec des restaurants scolaires et des écoles propres, non en regroupement, et donc pour les autres communes, on est à 75 000 euros de plafond. Donc là, le plafond est en demandé une seule fois, comme c'est permis dans le fonds de concours. Donc voilà ce qui vous est demandé d'approuver ce soir. Y a-t-il des questions? Oui, Geneviève, tu veux préciser un peu? Très bien. Si tu le souhaites. C'est noté. Pas d'autres interventions? On va passer au vote. Y a-t-il des avis contraires, des abstentions? Merci. Parfait. Alors la délibération 2.4 concerne un fonds de concours pour la commune de Tizay. Voilà. Donc là, c'est pareil. C'est un projet multiple avec des travaux de dissimulation de réseau et des travaux de voirie en complément. Donc le coût total est à un peu plus de 147 000 euros et le fonds de concours demandé par la commune de Tizay s'élève à 38 000 euros. Donc on est aussi dans les critères. De toute façon, ça avait été vu là, en revanche en commission.
Donc, pas de précision supplémentaire, on passe au vote. Y a-t-il des avis contraires, des abstentions? Merci. Merci Vincent. Alors la délibération numéro 3 concerne l'approbation pour des sessions de matériel. Vous le savez, on avait décidé de confier à une plateforme numérique, la Agorastore, la vente de biens que nous déclassions, du matériel notamment. Et là, en l'occurrence, il y a un passage en conseil communautaire pour les ventes dont le montant dépasse 4 600 €. Donc là, vous le voyez, on a une remorque porte-char. Donc il y a une enchère qui est montée à 6 703 €. Un tractopelle à 11 306 € et un autre tractopelle à 18 110 €. Donc on a les acquéreurs, hein, Madame Le Boucher pour la remorque, la CRL PCM pour le premier tractopelle et Alco Impex Construction pour la deuxième tractopelle. Et donc il est proposé d'accepter la cession de ces biens, de m'autoriser à finaliser les démarches nécessaires et à signer les documents utiles à l'exécution de la vente. Donc ça fait partie du patrimoine, enfin du matériel que l'on sort du patrimoine de la collectivité lorsqu'il est arrivé pour nous en dehors du fonctionnement. Voilà. Des questions, des remarques sur ce point? Juste une petite précision, il me semble, Anthony, hein, que l'ensemble des ventes a dépassé les 50 000 €, il me semble. 53 000 €. 53, voilà, c'est ça. En complément. Là, on voit que celle qui dépasse les 4 600. Bon, on voit quand même qu'il y a 37 000 € avec 3 biens et 53 pour le reste. Le reste, c'était des plus petits matériels, donc les montants et valeurs vénales étaient beaucoup moins importantes. Hein, voilà. C'était 3 500. Ouais. Ouais, l'enchère de base pour les tractopelles, elle était à 3 500 et vous voyez, c'est monté à 11 003 pour un et 18 100 pour l'autre. Donc c'est bien. C'est bien. OK. Donc on peut passer au vote sur cette proposition de vente de ces 3 matériels. Y a-t-il des avis contraires? Des abstentions? Eh bien, je vous remercie. Alors, je vais laisser la parole à Didier Gaudois pour nous présenter, enfin c'est plutôt une régularisation de participation financière concernant l'étude de pôle touristique avec le pays du Chinonais et puis le département d'Indre-et-Loire. Mon cher Didier. Attends, ton micro est pas... Il est trop loin. Non, c'est qu'il n'est pas raccordé. Il y avait une étude qui avait été établie par le pays du Chinonais concernant le projet d'étude de pôle touristique. Donc la communauté de communes est partenaire du pays du Chinonais pour la création du pôle historique pour l'étude du projet de création. Je ne vous lis pas le tout. Donc le coût de cette étude a été de 4 860 €. Il est proposé de diviser à part égale dans le département d'Indre-et-Loire, le syndicat de pays et la communauté de communes. Le paiement est effectué par le syndicat mixte du pays du Chinonais et qui demandera un remboursement au partenaire financeur. Ce qu'on vous demande, c'est d'approuver le principe d'un cofinancement de l'étude menée sur la délocalisation éventuelle du projet touristique à l'abbaye de Seuilly, d'accepter une répartition égale des coûts entre les 20 parties, syndicat mixte du pays du Chinonais, département et communauté de communes Chinon-Vienne-et-Loire, de fixer le remboursement au syndicat mixte de pays de Chinonais à 1 620 €, d'autoriser le président ou moi-même à signer tout document nécessaire à la bonne exécution de cette opération. Alors c'est vraiment une régularisation. Je vous rappelle que la première phase d'étude, elle avait été portée par le pays et le département sur le site des Millarges. Et en fin de compte, il avait été proposé de faire une extension de cette étude. Et donc c'est juste la partie extension de l'étude qui a été faite ici. Et il y avait un accord de principe pour que les 3 partenaires prennent à charge égale le montant. On ne l'avait pas délibéré avant parce que dans le cadre de l'étude initiale, le Orvalt, le cabinet qui l'a fait, n'avait pas donné les éléments. Et là maintenant, c'est plutôt une régularisation puisque l'étude est achevé et que le syndicat de pays est en train de faire le tour des organismes de gestion des appellations viticoles qui avaient sollicité le pays pour cette étude. Donc il y a un retour qui sera fait auprès des 5 organismes de gestion. Ça sera terminé à la fin du mois de juillet. Ils reprennent contact avec eux. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions pour cette délibération? Est-ce qu'il y a des avis contraires? Des abstentions? Eh bien, merci. Alors, on va arriver sur la délibération numéro 5 qui concerne l'adhésion à l'association Énergie Renouvelable Citoyenne en Rablésie. Et je vais laisser Thierry Desguingans nous présenter cette délibération.
Alors, c'est une petite délibération parce que je vais vous demander 10 € par an renouvelables. Mais n'empêche que pour nous, c'est assez important dans le sens où cette association, donc, alors je vais vous dire ce que c'est. Hein, c'est l'énergie ERCR, c'est Énergie renouvelable citoyenne en Rablésie. C'est une association qui est composée de citoyens engagés dans la transition énergétique, qui a pour but de promouvoir des énergies renouvelables auprès des habitants de la Rablésie et de monter des projets photovoltaïques. Donc cette association avait été repérée dans le PCET. Ils ont élaboré, d'ailleurs, ils ont été associés à l'élaboration du PCET à travers la fiche action 20 et 21, et ils souhaitent faire éventuellement la réalisation d'un cadastre solaire. Donc pour nous, c'est vraiment l'occasion d'avoir une association qui va vraiment travailler sur un sujet bien précis et qui pourra peut-être nous donner des orientations tout à fait bien. Donc on vous demande simplement d'accepter que la CCVL adhère à cette association à raison de 10 € par an renouvelable et d'autoriser donc son président ou vice-président à signer les documents relatifs à l'exécution de cette décision. Voilà, donc c'est une petite décision, mais je vous laisse soumettre. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Je vous remercie pour cette... Ah pardon, ah excuse-moi. Abstention. Oui, oui. D'accord. 2 abstentions. Je ne souhaite pas engager nos concitoyens dans des aventures financières hasardeuses. Parce que de financer par le public des panneaux photovoltaïques, on ne sait pas ce qu'il en deviendra dans 20 ou 25 ans. Et peut-être qu'au bout de 25 ans, on nous reprochera à nous d'avoir fait. Et ces gens-là mettront le cycle de la CCVL, même avec 10 € pour amener la confiance des gens. Et ça ne me convient pas du tout. Et c'est pas parce que je suis un pro-nucléaire acharné qu'on ne pense pas ça. Hein. C'est entendu. Ma décision, c'est de savoir qu'on n'emmène pas les gens donner de l'argent pour des aventures financières hasardeuses qui peuvent se retourner contre eux dans les 20 ou 25 prochaines années. On ne sera pas là pour le voir, mais on pourra nous le reprocher un jour. Merci. Alors, moi, juste un point de complément là-dessus. Hein. Je pense que le meilleur moyen de voir ce qui s'y passe, c'est d'y être. Bah exactement, oui. Et donc, être à côté, c'est pas le meilleur moyen de contrôler ce qui se fait. Et donc, s'il y a une problématique de virtuosité sur le modèle, je pense que être au sein et pouvoir assister aux assemblées générales pour voir de quoi il débat, comment c'est porté, qu'est-ce qui est fait réellement, nous permet d'avoir un dialogue souverain avec les gens et éventuellement, le cas échéant, si les choses ne seraient pas vertueuses, eh bien de pouvoir se retirer parce que c'est pas en adéquation avec la politique qu'on souhaite mener. Mais là, en l'occurrence, bon, c'est une initiative locale qui avait été associée dans le cadre du PCAET, donc je comprends la position, je la conteste pas, je dis simplement qu'il faudra qu'on soit vigilant à faire en sorte que lorsqu'on sera présent à l'AG, on regarde comment les choses sont faites et quels sont les outils qui sont portés. On est malgré tout dans une association et non pas un opérateur privé qui voudra à tout craint vendre des toitures photovoltaïques à des gens qui pourraient être naïfs ou comme on leur a vendu des adoucisseurs ou enfin un certain nombre de choses à un moment donné. Donc moi, ils ont pris part pour essayer de faire la promotion et le développement d'un certain nombre de sujets sur le photovoltaïque. Je pense que cette adhésion nous permet d'une part d'être à l'Assemblée Générale et donc de pouvoir voir réellement ce qui s'y passe. Quoi. Voilà. Parce qu'en regardant sur le site, ils annoncent des chiffres qui me paraissent un peu... pour 1234 habitants, faire l'électricité pour 1234 habitants, je ne sais pas comment on peut avancer ça, sachant que des jours comme aujourd'hui, des panneaux photovoltaïques, ils ne produisent pas grand-chose et ça dépend, chaque foyer consomme différemment. Donc il y a des choses qui sont un peu superflues. Pas de problème, on a bien entendu le message. Oui, Jean-Luc. Oui. Jean-Luc, s'il te plaît. Oui, Didier. Pour information, c'est l'association qui a repris le projet de la municipalité à Saint-Benoît, qui a été porté pendant près de 10 ans et qui n'a pas pu être retenu dans les appels d'offres nationaux, la CRE, CRE. Ouais. Le fait d'être une association participative donne des points. Le fait d'être sur un ancien site d'enfouissement d'ordures ménagères donne des points également. Et porté par cette association, le projet a pu être retenu au niveau national. Et effectivement, ils ont aussi d'autres projets, mais cette association, c'est le premier projet qu'ils portent et c'est un projet relativement conséquent. Ils sont suivis par un certain nombre d'institutions au travers de ce projet et la municipalité de Saint-Benoît, à ce titre, bien entendu, soutient ce projet. Oui. Merci.
Très bien. Bon, On peut passer au vote. On C'est avait fait. voté. Il y a trois abstentions, hein, c'est ça? 3 abstentions. On est d'accord. Les 3 élus d'Avoine. Les 3 Francine délégués Henry, d'Avoine. Laurent Lalouette et... Non. Ben, vous voulez qu'on passe au vote? Alors, qui est contre? non, On lève la main. il m'a Il pas y a donné, 3 donc, abstentions. D'accord, 3 abstentions. 3 abstentions. Voilà. Ça marche. Parfait. Je propose donc de passer à la délibération numéro 6, qui concerne l'aménagement pour sécuriser le stationnement des vélos en gare de Port-Boulet et de Chinon. Et ça concerne plus particulièrement la demande de subvention que nous allons déposer. Voilà, donc pour faciliter l'utilisation du vélo sur le territoire et encourager l'intermodalité, depuis les gares, il a été proposé des aménagements pour sécuriser le stationnement des vélos, qui permettra la recharge des vélos à assistance électrique dans les gares de Chinon et Port-Boulet. Et ces abris viendront en complément des abris libres, accès présents sur la place, et permettront l'accueil de 19 vélos par abri sécurisé. Donc sachez que la réglementation nous impose 12. Là, on a réussi, en regardant un petit peu ce qui se faisait de bien et qui était compatible, de trouver, je dirais, des abris qui pourraient contenir 19 vélos. Alors, en accord avec la SNCF, donc avec autorisation d'occupation temporaire du domaine public et les élus, ces abris prendront place avant fin de l'année 2021 sur le parking de la gare de Chinon et sur le parvis de la gare de Port-Boulet. Alors, pour ces acquisitions, on a eu des aides financières de par la région et par le programme Alvéole. Donc, si vous avez la délibération devant les yeux, je vais parler un tout petit peu chiffres. Chaque fourniture et pose d'abri, on va parler alors en hors-taxe, en TTC, parce que les subventions sont données soit sur du hors-taxe ou du TTC. Le montant TTC d'un abri est à 46 000. Les deux composés, ça fait plus des travaux préalables de 5 000 de chape, ça fera un montant global de 97 562 € TTC. Là-dessus, le programme Alvéole en prend 60% hors taxe à sa charge et la région en prend 20%. Donc, faut savoir que si vous regardez les chiffres, c'est précis du hors taxe, c'est-à-dire que sur le montant total des recettes de 97 562, Alvéole en prend 46 281 à sa charge. La région en prend 15 427 à sa charge et la communauté de communes, le reste à charge en TTC, je vous rappelle, est de 35 854. En sachant que, alors là c'est un petit peu technique, mais sur le montant TTC que vous voyez de 97 562 €, il y a le FC TVA, c'est-à-dire que nous allons récupérer une grosse partie de la TVA, environ à peu près 17 000 €. Ce qui veut dire que le reste à charge de la CCVL serait de 35 000, ce que vous voyez sur le chiffre, moins les 17 000 €. Ça veut dire qu'in fine, on va payer 18 000 € sur les quasiment 100 000 € d'investissement qui seront mises sur cette opération. Donc c'est vraiment une très belle opération d'opportunité où, parce qu'on a fait très rapidement le dossier de subvention, de pouvoir en bénéficier. Donc voilà. Donc il est demandé, il vous est demandé d'approuver le plan de financement pour l'acquisition de ces équipements de vélo, de solliciter la région Centre-Val de Loire et Alvéole pour l'aide financière, d'autoriser le président et son représentant à signer tout document nécessaire à la bonne exécution de cette opération et la recherche de financement. Y a-t-il des questions? Moi, juste un petit point de complément, ça rentre aussi pleinement dans l'approche que nous avons sur les schémas de développement des voies cyclables, puisqu'en fin de compte, on sait aussi que pour favoriser les trajets domicile-travail, il y a des gens qui peuvent aussi être utilisateurs du TER et qui vont à la gare à vélo, donc ça permet de sécuriser les vélos et de le faire dans un cadre porté. Donc c'est un outil complémentaire de l'accès un peu plus aisé à l'usage du vélo en lien avec les transports ferroviaires. Donc je pense que c'est une brique supplémentaire intéressante. Hein. Ok. Donc je passe au vote. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Merci. Alors la délibération numéro 7 concerne une étude concernant la relation nappe-rivière et le suivi des nitrates sur le bassin d'alimentation des captages de Chinon. Oui, donc vous savez que la CCVL met en œuvre un contrat territorial donc depuis 2019 avec l'agence de l'eau Loire-Bretagne.
sur 4 captages stratégiques, donc deux à Chinon, un à La Roche-Clermault et un à Seuilly, et ils sont inscrits comme stratégiques. Il a été aussi également déposé une demande de dérogation pour une période de 3 ans, de 2021 à 2024, pour des captages de la commune de Chinon, Saint-Même et Champulan, afin de pouvoir délivrer de l'eau de consommation jusqu'à 65 mg au litre. Donc une information sera délivrée au moment de l'obtention de la dérogation, affichage en mairie de l'arrêté conseil de non-consommation pour les femmes enceintes et nourrissons. Donc c'est un conseil, hein, bien sûr. Une clause de communication prévoit d'avertir régulièrement les abonnés et les personnes les plus fragiles. Et afin de mieux communiquer auprès de la population, il est nécessaire de pouvoir anticiper les dépassements saisonniers. C'est là qu'on intervient. Une étude portant sur les relations nappes-rivières, donc les teneurs en nitrate des eaux brutes de captage et des niveaux de la Vienne, sont donc prévues dans ce sens en 2021. Donc à ce titre, il y a 6 points suivis à Chinon depuis 2018, ont été retenus. Donc il y a 1 pisomètre, 3 puits, 2 écoulements superficiels dans le voisinage des captages afin d'effectuer un suivi fin des paramètres nitrates. Donc c'est un parallèle qui sera établi entre la qualité, les teneurs en nitrate et les quantités, les niveaux d'eau pour confirmer et affiner les relations nappe-rivière. Sur la base de ces résultats acquis, il est envisagé de proposer des seuils d'alerte afin de prévenir du risque d'atteinte de teneur en nitrate élevée des captages en vue de l'évolution des niveaux d'eau. Donc c'est vraiment, je dirais, on fait un duo avec mon ami Nollet, c'est que effectivement nous en tant qu'environnement on est en amont et on essaye par tous les moyens de prévenir et de donner, je dirais peut-être des seuils d'alerte pour pouvoir prévenir la population. Donc là, ce qui vous est proposé, c'est que cette étude qui se met en place en 2021, elle aura un montant prévisionnel d'environ 7 000 €. Et donc, il vous est demandé d'approuver ce projet d'étude de relations nappe-rivière et de suivi des nitrates dans le bassin d'alimentation des captages de Chinon-Saint-Même. Et puis d'autoriser le président et le vice-président à signer la commande et d'exécuter les demandes inscrites au budget. Vincent, tu as peut-être des petites choses à dire là-dessus. En complément, donc il y a une commission départementale qui a eu lieu le 24 juin qui a étudié notre demande de dérogation, qui a été validé. L'arrêté, on a dû le recevoir la semaine dernière, il me semble, donc au début du mois. Donc cette dérogation est bien présente, donc il permet pendant une période de 3 ans de minimiser nos obligations de communication, même si il faut prévenir en mairie, prévenir au niveau des factures, le portail abonné, et il faudra informer les professionnels aussi de cette recommandation d'éviter la consommation pour les femmes enceintes et les nourrissons. Et ça se met dans un cadre d'un gros programme d'action parce que alors certes on a une problématique au niveau des nitrates qui est de quelques milligrammes sur une certaine période de l'année, mais le gros défaut aussi du réseau chinonnais, c'est qu'il dépend que de ces 2 forages. Et en cas de problème technique sur ces 2 forages, on n'a aucun autre moyen d'alimenter la ville. Donc c'est pour ça que moi, depuis un certain nombre d'années et depuis le début du mandat, j'ai surtout comme action que l'on doit mener, c'est la remise en service du forage de Paris, qui a toutes les autorisations administratives, mais qui techniquement n'est pas mis en service. Il y a juste besoin sur celui-là d'une déferrisation. Par contre, c'est un forage qui n'a que 15 mg au niveau des nitrates en moyenne à l'année, donc qui permettrait à la fois de résoudre cette problématique-là, mais aussi de sécuriser la quantité pour la ville de Chinon. Et là, qu'on a récemment récupéré aussi les installations cravantaises, on voit qu'aussi le réseau cravantais, avec les différentes évolutions qu'il y a eu depuis plusieurs décennies au niveau de l'urbanisme, il est quasi à plein régime aussi. Il n'y a pas une réserve phénoménale non plus. Donc cette ressource en eau de Paris permettrait aussi de boucler avec Ancher Rivière, qui sont alimentés aussi par le forage de Cravant. Et du coup, ça permettrait vraiment de bien sécuriser l'ensemble de notre réseau d'eau. Donc le gros enjeu est là. Actuellement, on ne pouvait pas aller plus vite que la musique parce qu'il a fallu qu'on fasse les schémas directeurs. Bon, le schéma directeur d'assainissement datait de 94. Pour avoir des aides, il faut qu'il ait moins de 10 ans. Celui de l'eau potable était de 2001, donc on n'était vraiment pas dans les clous. Quand on a récupéré le dossier en 2018 et qu'on a récupéré tout en régie, on s'y est attelé, on est en train de le finaliser. Et une fois qu'on aura finalisé tous ces schémas directeurs, on pourra solliciter l'agence de l'eau pour être financé au moins sur Paris à hauteur de 30%. Après, il y a d'autres domaines où on peut avoir des subventions supérieures, mais bon, le cabinet qui nous aide au schéma directeur a estimé entre 8 et 900 000 le fait de remettre le forage en route,
de faire une canalisation pour mettre une réserve d'eau au sommet de Paris, parce que certes le forage il est au niveau du centre de loisirs, mais il faut monter au plus haut possible pour après profiter de la gravité pour alimenter le plus de gens possible. Donc on est sur le sujet. La dérogation nous est accordée pour 3 ans, donc maintenant la ligne de route est tracée. Il faut qu'on travaille à la remise en route de Paris, absolument, dans les 3 ans à venir. Il faut que ce soit fait. Donc, que la dérogation, une fois que la dérogation est donnée, il faut qu'absolument à la fin de cette dérogation, on soit dans les clous. Bien sûr, cette dérogation, on l'a obtenue grâce aux engagements qu'on a pris. Parce qu'elle était conditionnée. L'ARS, bien sûr, on s'est engagé à la fois là-dessus, à la fois à augmenter les mesures de suivi, donc ça c'est l'objet de la délibération. On a dit aussi qu'on avait un petit maillage sur la ville basse avec le Véron, qui est aussi une eau où il y a assez peu de nitrate. Donc voilà tous les engagements qu'on a pris pour être dans les clous. Bon, c'est une problématique aussi qui est apparue récemment. Ça doit être que la 3e année civile où on dépasse légèrement. C'est en 2019 qu'on a eu le premier dépassement, quoi. Avant, c'était pas une problématique qu'on rencontrait. Et pas de façon régulière, parce qu'il y a eu que 2 émergences sur l'ensemble des contrôles. Tout à fait. Ouais. Mais malgré tout, ça nous a mis un peu en ligne. Puis bon, il y avait le côté, c'est tombé pile poil dans la période aussi où on est en train de mettre en place notre propre logiciel abonné après être avec Veolia. Donc on était pile poil dans la période un peu compliquée pour communiquer. Donc c'est pour ça que sur cette année, on était un peu juste en com. Mais maintenant, ça y est, on est revenu dans les clous et on ne manquera pas de communiquer comme ça nous est demandé. Voilà. Thierry, je te laisse terminer. Eh bien oui. Donc, suite à tous ces commentaires, y a-t-il d'autres questions? Des questions? Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Écoutez, je vous remercie. Merci Thierry. Alors, la délibération numéro 8 concerne l'élaboration d'un plan de gestion des réseaux de fosses et canaux donc pour la basse vallée de la Vienne. Oui, donc, qui dit territoire où il y a des fleuves, des affluents et des rivières, dit qu'il peut y avoir des crues. Et à partir de ce moment-là, il y a des traitements à faire. Donc, il peut y avoir aussi des traitements sur les digues. Mais qui dit digue, dit aussi automatiquement des fossés, des canaux. Quand l'eau monte, c'est pas trop compliqué, mais c'est quand elle redescend, c'est important qu'effectivement, au cours des siècles, a été mis en place des fossés canaux pour que l'eau puisse refouler tranquillement sur nos rivières ou nos affluents, sur la Vienne ou sur la Loire. Donc, c'est le cas à la pointe du Véron, située à la confluence. C'est des petites crues qu'il y a. Donc, vous avez la même chose dans les marais de Chinon, de Sinel, la Roche-Clermault, de Tizette, Saint-Germain, qui sont concernés par ces zones qui sont exposées aux crues de la Loire et de la Vienne et qui sont fortement tributaires des fonctionnements des réseaux fossés canaux. Donc, dans ce cadre-là, on a fait travailler un chantier école de formation ingénierie des milieux aquatiques. C'était Polytech Tours qui ont travaillé pour nous de novembre 2020 à avril 2021. Et à partir de cet état des lieux qu'ils nous ont donné, ils nous ont fait un diagnostic et un plan de gestion des réseaux de fossés et des canaux de la basse vallée de la Vienne qui s'avère nécessaire. En appui du plan d'entretien assuré par les services techniques de la CCVL, des actions au cours d'eau du contrôle territorial porté par le syndicat du bassin du Négron et du Saint-Même et du plan de gestion prévu par l'écomusée du Véron. Donc ce diagnostic et ce plan de gestion pourront être menés dans le cadre d'une mission de type service civique ou apprentissage. Et donc, il vous est demandé d'approuver ce projet de mission, donc de service technique ou d'apprentissage, pour l'élaboration d'un plan de gestion des réseaux hydrographiques des basses vallées de la Vienne, d'autoriser le président ou le vice-président à signer la convention pour la réalisation de cette mission et de réaliser les dépenses inscrites au budget pour ce projet. Alors, si vous aviez le temps, c'est très intéressant puisque en annexe, vous est donné un petit peu la cartographie de tous ces réseaux fossés que nous avons dans notre communauté de communes. C'est incroyablement dense. Et donc, l'idée, c'est vraiment, une fois qu'on l'a cartographié et qu'on va mettre en place un service technique ou un apprenti, c'est de pouvoir après le quantifier et le faire nettoyer par nos équipes de la CCVL pour les entretenir. Parce que c'est ça qui est le plus important, c'est que quand on a des fossés canaux, c'est que pour que l'eau s'évacue bien et pas qu'on espèce des petites mares qui traînent et qui n'aillent pas, il faut régulièrement les curer et ça nous donnera vraiment notre plan d'action pour la suite. Donc voilà. Donc si vous avez des questions, c'est le moment.
Qui est contre ce projet? Qui s'abstient? Je vous remercie. Merci Thierry. Alors, la délibération numéro 9 concerne la convention d'appui pour la préfiguration de reprise en gestion du système d'endiguement du Val d'Authion. Vaste projet. Voilà. Vous n'êtes pas sans savoir qu'en 2024, nous reprenons, je dirais, tout le système des digues. Et donc, pour l'anticipation du transfert de gestion des digues domaniales en 2024, qui fait partie intégrante du projet d'aménagement d'intérêt commun, la PAIC, c'est porté par l'EP Loire. Et donc, cet outil permet de planifier à long terme la gestion des infrastructures de protection contre les inondations sur le bassin de la Loire et de ses affluents. C'est dans ce contexte qu'il est décidé de poursuivre la montée en charge progressive des moyens permettant d'engager rapidement la réalisation des actions requises en lien étroit avec les 5 EPCI donc, qui composent ce bassin d'Authion concernés par cet endiguement. Donc, cette présente convention concerne les modalités de financement sur l'appui de la préfiguration de la reprise en gestion du système d'endiguement du Val d'Authion annexé à la présente délibération. Alors, ce coût de convention est estimé à 51 000 € TTC, répartis entre l'EP Loire à hauteur de 32% et les 5 EPCI à hauteur de 68%. Donc, le plan de financement prévisionnel d'opération serait de 16 000 pour le PCI Loire et les EPCI à hauteur de 34 800 €. La chance que nous avons, c'est que nous avons un petit linéaire sur ce Val d'Authion. Et donc, pour notre communauté de communes, ça représente que 4,3% du montant des 38 000 €, ce qui nous donnerait, pour nous, un montant prévisionnel en 2021 de 782,60 € et en 2022, 713 €. Donc, ce sont des montants qui ne sont quand même pas excessivement importants par rapport, je dirais à cette étude qui est très importante. Donc, tous les détails vous sont donnés en annexe. Donc, il vous est demandé d'approuver le projet de convention de financement pour la mission de préfiguration de la reprise en gestion du système d'endiguement du Val d'Authion, d'autoriser le président et le vice-président à signer la convention de financement pour l'animation de la mission et de réaliser les dépenses inscrites au budget 2021. Des remarques, des questions? On passe au vote. Voilà. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Merci Thierry. Donc, je vais céder la parole à Jean-Michel Guertin pour nous décrire la convention avec la mairie de Ligré pour la refacturation et la perception de la redevance d'assainissement sur la commune. Cela suite à la dissolution du syndicat avec Rivière. Donc, comme vous le savez, donc, depuis le 1er janvier 2021, donc, la communauté de communes, comme vient de dire Jean-Luc, a repris donc, la gestion sur les communes d'Anché, Cravant et Rivière. Et donc, il y avait la commune de Ligré qui était aussi impactée. Donc, aujourd'hui, ce qu'on vous propose, donc, c'est au niveau de la facturation, donc, de pouvoir facturer à la commune de Ligré, bien évidemment, l'eau, mais aussi l'assainissement qui va avec sur une partie de la commune qui est concernée par la distribution d'eau. Et donc, à ce titre, donc, il y a lieu de passer une convention donc, que vous avez en annexe 10. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Pas de remarques, pas de questions? On passe au vote. Donc, on vous propose d'approuver la convention qui est jointe et d'autoriser Monsieur le Président ou le Vice-président donc, à signer cette convention. Donc, est-ce qu'il y a des avis contraires? Des abstentions? Je vous remercie. Merci Jean-Michel. Alors, Rémi va nous faire part du projet d'adhésion à l'Association nationale des élus en charge du sport. Oui, suite à cette délibération, il vous est proposé d'approuver cette adhésion, de verser une cotisation de 1 050 € et de me désigner au sein de cette association Andes. Ça, c'est des questions. Pardon? J'ai dit c'est extrêmement synthétique. C'est sportif. Y a-t-il des avis contraires? Des abstentions? Eh bien, je vous remercie. Merci Rémi. Alors, Denis va avoir la lourde tâche d'essayer d'être aussi synthétique avec les rapports qui arrivent et les règlements de fonctionnement concernant l'accueil de loisirs sans hébergement pour la communauté de communes Chinon-Vienne-et-Loire. Mon cher Denis, à toi. Méfie-toi, je peux. Suite à la commission enfance-jeunesse qui s'est réunie donc le 29 juin dernier, nous avons repris les règlements intérieurs de nos différents services. On va commencer par l'ALSH, donc l'accueil de loisirs sans hébergement.
il y avait donc quelques petits points à reprendre. Le premier acte, donc la prise en charge des inscriptions pour le mercredi et les vacances scolaires à la LSH de Chinon par les services des affaires scolaires de la mairie de Chinon. Donc, bon, ça n'a pas posé de problème. Le deuxième élément, donc, on modifie dans le règlement la possibilité pour des enfants qui fréquentaient la LSH de Paris alors qu'ils n'étaient pas résidents du territoire et que leurs parents ne travaillaient pas sur une des 19 communes de la CCCVL, de bénéficier de la possibilité d'être inscrits aux nouvelles ALSH de Chinon, et ce jusqu'à la fin de leur jusqu'à ce qu'ils atteignent les 11 ans. Donc ça, c'était le deuxième point, ça n'a pas posé de problème non plus. Dans cette nouvelle écriture, le règlement, il est précisé que pendant la fermeture des ALSH de Ciney et Chouzé, les familles peuvent inscrire leurs enfants sur les sites de leur choix, enfin les sites restants ouverts. Et enfin, quatrième point, ça a été un petit peu plus complexe, d'organiser, c'était sur un point qui portait sur l'organisation de l'accompagnement des enfants vers les activités du mercredi. Donc ce sont les enfants qui sont à la LSH et qui sont acheminés vers des activités sportives ou culturelles avant la fin donc de la LSH. Alors c'était une organisation qui avait été mise en place sur la LSH d'Avoine. La commission enfance-jeunesse avait émis le souhait que ce soit organisé sur les 3 autres ALSH. Donc cela nécessite malheureusement beaucoup de personnel et également des véhicules. Donc pour pallier à cette organisation qui risquait d'être très complexe, on a réfléchi à un transport par l'encadrant de l'association organisatrice de l'activité ou un transport par un bénévole de l'association organisatrice de l'activité ou enfin par un transport par des tiers bénévoles à pied ou en covoiturage vers ces activités. Donc ça, c'est une discussion qui a pris un petit peu de temps lors de la commission. Le but étant de réunir les associations avant la rentrée de septembre. Il y a une date qui a été placée, je crois que c'est le 26 août, mais je ne suis pas sûr de mon coup, donc je préfère pas vous la donner de façon précise, qui nous permettra donc de voir en direct avec les associations afin de mettre en place cet accompagnement vers les activités. Voilà. Donc on a résumé ça également donc, dans le règlement intérieur et vous l'avez retrouvé pour ceux qui siègent et qui ont eu le compte-rendu de la commission enfance-jeunesse. Donc voilà pour ce règlement intérieur, ce règlement de fonctionnement de la LSH. Des ALSH, pardon. Est-ce que vous avez des questions par rapport à cela? Non. Oui, Béatrice. Oui, Béatrice. Donc oui, mais je ne vois pas comment ils vont trouver du temps pour aller dans une ALSH, chercher des enfants et prendre en charge des enfants. Alors ça c'est pour l'activité de l'USEAB, mais il peut y avoir des activités sportives où ça va être possible. Donc il fallait absolument qu'on le mette dans le règlement. Sinon on ne peut pas. Soit toi tu es au courant que pour la LSH et pour les encadrants ça va pas être faisable pour l'USEAB, mais peut-être que pour d'autres il y a la possibilité. Il y aura la possibilité. Donc dans notre règlement il faut absolument qu'on l'intègre. Oui. Si on le met pas, ça l'oblige pas. Non, ça n'oblige pas. Ça ne l'impose pas. Oui. Ça le permet. C'est ça ce qui est important. Voilà.
Hein. Non, parce qu'il ne faut pas que ça soit aux dépens des clubs sportifs, cette nouvelle règle. Va falloir être vigilant. Je pense que c'est bien qu'il y ait un échange qui se crée avec les clubs sportifs. C'est tout l'enjeu des réunions qu'on va avoir avant la rentrée avec les différentes associations et les différents clubs, de façon à essayer de trouver une solution. Oui, Laurent. Moi, ce que j'ai dit en commission, c'est que j'aurais aimé qu'il y ait un moratoire jusque l'année prochaine pour qu'on puisse réfléchir avec les associations à travailler sur un système qui vienne compenser peut-être une difficulté d'encadrement des animateurs de la LSH, mais qui ne mette pas en péril la reprise d'activité des associations sportives et culturelles dont on ne sait pas comment elles vont redémarrer en septembre. On a un système qui fonctionnait parfaitement. Je trouve que là, on coupe quelque chose qui marche pour quelque chose dont on ne sait ce que ça va donner, quoi. Et bon, je me suis exprimé en commission. Vous avez pris un autre avis. Je trouve ça dommage. Il aurait fallu concerter les associations locales, qu'elles soient sportives ou culturelles. On avait évoqué ce sujet en janvier 2021, me semble-t-il, suite à une question de Mme Vuillermoz. Je trouve qu'on avait largement le temps de travailler là-dessus, et là, on se précipite de la commission à ce conseil pour prendre, à mon avis, une mauvaise décision. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Alors moi, il me semble pas, j'étais pas à la commission, mais j'ai regardé les débats qu'il y avait eu. Le principe qui a été fait, je vois pas comment ça fragiliserait les associations de façon supplémentaire. À des enfants qui sont à la LSH par besoin de parents qui travaillent, et ces enfants pouvaient, avec ce dispositif, accéder aux activités sportives ou culturelles lors de cette journée à la LSH. Demain, si ces structures-là ne peuvent pas venir chercher ou par des bénévoles ou par des encadrants, et ça va de fait couper ce service, quoi. Oui, mais le problème, Laurent, on l'a exprimé pendant la commission. La difficulté va être d'avoir suffisamment d'animateurs pour pouvoir justement accompagner les enfants vers les activités. Donc, c'est pas fragiliser les associations, c'est étudier la difficulté qu'on va avoir aujourd'hui, même pour maintenir ce qui était en place jusqu'à maintenant uniquement sur la commune d'Avoine. Donc, on ne peut pas se cacher le nez dans le sable. Comme j'ai marqué ce matin dans mon mail, ce n'est pas la commune d'Avoine, c'est la LSH du Véron. Oui, la LSH du Véron, excuse-moi si tu veux, mais... Ah non, mais ça change. Non, certes non. Mais le service qui était rendu sur la LSH du Véron va être... on sait d'ores et déjà qu'il va être difficile à maintenir. Donc, il nous a semblé important d'anticiper l'éventualité de ne pas pouvoir le maintenir et donc de rentrer en contact avec les associations pour voir s'il était possible d'avoir un accompagnement par les formateurs, par des bénévoles ou par des parents qui pourraient venir chercher les enfants. Ce qui nous permet aussi, et ça moi j'y tenais, à ce qu'il y ait un service identique dans les 4 ALSH de la collectivité. Et ça, pour moi, ça me semblait être vraiment une... Didier vient absolument d'avoir la bonne réponse. C'est par le haut, c'est pas par le bas, Denis. Jusqu'alors, la construction de la communauté de communes, elle s'est toujours faite en sortant les choses par le haut. On s'est jamais aligné sur le bas, quoi. Alors, on avait le temps de travailler. Je trouve dommage qu'on s'en soit privé. Et je vais clore le... On va pas refaire la commission, mais on vous l'a expliqué. Le problème qu'on a eu aussi, c'était le temps Covid où on avait éventuellement, on avait des difficultés à joindre les associations et à pouvoir mettre en place quelque chose pour septembre prochain. Il nous fallait l'avis de la commission et l'avis des associations. C'est serré comme tempo, je le reconnais, mais en tous les cas, c'est ce qu'on va essayer de faire. Après, l'avantage, parce qu'on vous demande de voter ce soir, parce qu'il faut quand même revenir à ce qu'on vous demande de voter, ce qu'on vous propose de voter, c'est d'inclure dans notre règlement intérieur cette possibilité et de le faire
au niveau des 4 ALSH. Hein, on n'anticipe pas ce qui va se passer, on anticipe la possibilité de le mettre en place. C'est ça ce qui compte C'est pas imposé, ce soir. hein. C'est ça ce qui compte ce soir. Je vous dis pas ce qui, je ne peux pas vous anticiper du résultat qui va être mis en place. Je vous dis simplement que par le vote que l'on vous propose ce soir, on va pouvoir anticiper et réfléchir à des mises en place qui permettront justement à ce que les 4 ALSH puissent éventuellement avoir ce genre de service. C'est tout. Hein. Donc j'espère que si on a les ressources suffisantes, le service pourrait être rendu et travailler pour que d'autres ALSH puissent en bénéficier. C'est exactement C'est le principe. Oui, c'est exactement le but. L'idée, c'est pas de se retrouver confronté à un problème qu'on voit poindre et qu'on va pas pouvoir gérer, parce que la difficulté... J'en suis pas tout à fait convaincu, parce que ça fait des années que ce service rendu aux familles et à travers les familles, surtout aux enfants, puisque comme ça, ils peuvent avoir une pratique culturelle ou sportive, ça fait des années qu'on essaie de la supprimer. Donc c'est pour ça que je veux m'assurer qu'on est tous bien conscients que c'est un vrai service rendu aux familles. Mais comment tu peux dire que ça fait des années qu'on essaie de la supprimer? Je peux pas. Je vois pas avec quelle mesure et comment tu peux te dire ça? Ah ben non. Ah mais non, enfin tu l'as jamais entendu ici. Non. Le seul endroit qui décide, c'est ici, ça tombe bien. Je veux dire, moi, que des gens pensent, voudraient, espèrent, peut-être, le seul débat, c'est là. Et jamais ici on a tenu ce genre de propos. Je rappelle que sur l'enfant jeunesse et depuis le début, l'enseignement musical, dans les intervenants musicaux dans les écoles, on a essayé d'essayer d'harmoniser par le haut pour faire en sorte qu'on apporte un service de qualité et partout. Donc laisser dire que on va vers un abaissement du niveau de service, je pense pas. Je pense à une relation plus partenariale avec les associations ou avec certaines qui ont structuré aussi des choses et pour lesquelles ça peut répondre à un besoin. Et donc l'idée de le prévoir dans le règlement, c'est de ne pas se retrouver demain, par exemple en septembre, avec une association qui dit moi ça m'intéresse d'aller et je veux faire comme ça, voilà ce qu'on va faire, et de ne pas l'avoir prévu dans le règlement. Donc j'ai pas vu dans cette proposition une volonté à tout craint de supprimer un service existant. C'est pas du tout le débat. Voilà. Non mais c'est très clair. De plus, excuse-moi, je te donne la parole Lucie. De plus, il est évident que justement, comme tu l'as clairement dit dans le début de ton propos, on ne sait pas comment vont réagir les associations à la rentrée de septembre. Combien d'inscrits ils vont avoir. Comment les enfants vont s'inscrire aussi bien dans les associations sportives que les activités culturelles. Il est donc difficile d'imaginer un système et de le mettre en place au printemps dernier, alors qu'on ne sait pas, et toutes les associations sont d'accord pour dire qu'elles ne savent pas comment ça va se passer à la rentrée prochaine. Donc, c'est faire un faux procès que de dire qu'on aurait dû le faire au printemps et prévoir et mettre en place une organisation qui pourrait être complètement obsolète en septembre prochain. Oui, Lucie. Je voulais juste préciser, puisque M. Lalouette a effectivement fait part que c'était du fait d'une de mes interventions, c'est que le dispositif me semblait intéressant et opportun, justement, pour effectivement valoriser le travail des associations, pour dynamiser les adhésions à ces différentes associations. Et c'est en ce sens, pour élargir ce dispositif d'accompagnement à tous les ALSH, que j'ai posé cette question en réalité. Et c'est vrai que comme elle a été posée en janvier, on aurait pu imaginer en tout cas, je le maintiens quand même Denis, désolé, qu'un groupe de travail puisse se réunir pour essayer en tout cas de converger vers un service qui soit maintenu et un service de qualité, puisque pour le coup, effectivement, le fait que des animateurs prennent en charge des jeunes, c'est le gage pour moi d'un service de qualité. Mais je note, hein, et je l'ai affirmé en commission, le cahier des charges était très clair. On va essayer de le mettre en place dès septembre prochain. Maintenant, ce dont on a besoin ce soir, c'est d'inclure dans notre règlement intérieur la possibilité justement de faire accompagner les enfants par, comme c'est marqué, hein, par les animateurs, des associations, les encadrants, des bénévoles, des parents d'élèves,
du covoiturage, de tout type d'accompagnement. Donc en fait, c'est ça ce qu'on vous demande de valider ce soir. Après, je vous dis, j'espère qu'on pourra répondre à toutes les demandes en septembre prochain au niveau de nos 4 AELSH. Voilà. D'autres remarques ou questions par rapport à ce règlement intérieur? Alors, ce que je vous propose, c'est de voter un à un les règlements. Donc, on va commencer par celui de la LSH et on passera ensuite au multi et au ludothèque. Donc, pour ce règlement intérieur ces modifications, pardon, du règlement intérieur de nos ALSH, y a-t-il des avis contraires? 1, 2, 3. 3 avis contraires. Des abstentions? Eh bien, je vous remercie. Donc, on passe à la partie qui concerne maintenant le multi-accueil. Exactement, les multis. Alors, les multis, il y a eu des adaptations liées donc à un contrôle donc, de la CAF en partie, et puis des adaptations qui ont été discutées, et notamment aussi la remise en place au niveau de la gestion de nos multis, avec la nouvelle organisation, le nouvel organigramme, donc avec les directions, les adjointes de direction, et ainsi de suite. Donc les adaptations, l'actualisation aussi liée au nouvel organigramme, ça je l'ai dit, pardon, la mise en place de notre guichet unique, porté par notre relais petite enfance, ancien RAMEP. Il faudra s'habituer à cette nouvelle dénomination. On commençait tout juste à s'habituer à RAMEP, eh bien, il faut le modifier. Maintenant, ça va être un relais petite enfance. C'est comme ça. La prise en compte de la création d'une mission de médecin référent, et celle de référent santé pour nos 4 AJE, assurée par notre infirmière puéricultrice. La modification du fonctionnement d'été des 2 équipements d'avoine. On s'est, orienté un petit peu sur ce qui se faisait à Chinon pour le faire également sur Avoine, avec la réduction du nombre de semaines de fermeture des 2 EAJE et la mise en place de 2 semaines avec un fonctionnement en regroupement. L'harmonisation pour nos 4 équipements de l'organisation des 3 journées pédagogiques annuelles, plus la journée de rentrée. La modification mais ça c'était déjà dans le règlement, donc ça ne porte pas. La modification du délai de prévenance pour les familles en cas d'absence de leurs enfants, sachant que ça a été discuté en commission, ça a été ramené à 5 jours de mémoire. Voilà. Donc ça, c'est tout ce qui a été porté en caractère rouge dans notre règlement intérieur. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce règlement intérieur sur nos EAJE? Non. On peut passer au vote. Donc, y a-t-il des avis contraires pour ce règlement intérieur de nos 4 EAJE? Des abstentions? Eh bien, je vous remercie. Alors, on va passer à la délibération suivante qui concerne les ludothèques. Voilà, les ludothèques. Alors, en fait, les ludothèques, il n'y a pas beaucoup de modifications, si ce n'est qu'on a inclus la ludothèque de Chinon, puisque jusqu'à maintenant, on n'avait pas encore pris le temps de le faire. On travaillait avec le règlement intérieur qui était appliqué sur la ludothèque d'Avoine, et maintenant, on applique, on a inclus la ludothèque de Chinon, dans ce règlement intérieur. C'est tout ce qu'il y avait, en fait. Et l'organisation de l'accueil des scolaires, qui a été revue par rapport au nombre de semaines, de séances accessibles pour les différentes écoles. Voilà. Y a-t-il des questions par rapport à ce règlement intérieur de ludothèque? Non. Donc on peut passer au vote. Donc y a-t-il des avis contraires? Des abstentions? Eh bien, je vous remercie. Voilà. Merci Denis. Donc on arrive à la partie culture, et je vais laisser Francine Horry nous présenter la convention de partenariat avec l'association Livre Passerelle pour l'exercice 2021. L'occasion de cette petite salve de délibération sur la culture pour dire 2 mots sur ce qui s'est fait
et ce qui se fait en ce moment à la communauté de communes, si tu permets. Oui, je t'en prie. Et revenir d'abord sur le cycle de cinéma plein air, hein, qui a connu un lancement réussi à Lernay. Vous avez dû en entendre parler. Et je dois dire que quand j'ai lancé ou proposé l'idée fin 2020, je ne m'attendais pas à l'adhésion spontanée et à l'esprit de camaraderie et de bonne intelligence, hein, qui a accompagné l'organisation de cet événement. Tous les partenaires ont eu à cœur de réaliser un objet commun ensemble, et c'est tout à fait réjouissant, que ce soit bien sûr l'association du cinéma Rabelais, avec son directeur technique Guillaume, Franck Devant, hein, du service culturel de Chinon, aidé de ses collègues des services techniques et de certains de ses collègues du service, le service communication qui a produit des documents que vous avez pu admirer au fronton des mairies, des supports que vous avez pu admirer au fronton des mairies et des documents que vous avez pu voir un peu partout chez les commerçants et peut-être dans vos boîtes à lettres, et puis également les élus et les bénévoles qu'ils ont pu mobiliser pour préparer la petite soirée festive. Tout ça me donne à penser que c'est un signe tout à fait en accord avec le projet de territoire qui montre que les communes ont la volonté de constituer un réseau d'acteurs culturels et d'être pour chacune une touche de l'instrument sur lesquels il faut compter, et ça, c'est tout à fait prometteur pour les années à venir. Ce que je voudrais ajouter, c'est ce qui s'est fait dans les structures culturelles, c'est-à-dire dans ce qui fait le service public de la culture dans notre communauté de communes. Cette période difficile qu'elles ont traversée a été assumée de façon remarquable par les agents. Le réseau bibliothèque a continué le prêt lorsqu'il ne pouvait pas faire davantage, puis réouvert et est devenu une sorte de lieu de sociabilité alors que presque tous les autres étaient fermés. Les professeurs des écoles de musique qui ont été confrontés à la nécessité d'utiliser les outils de l'enseignement à distance s'en sont emparés, l'ont fait avec beaucoup de persévérance, n'ont pas rechigné et ont maintenu autant qu'ils le pouvaient la qualité du lien pédagogique avec leurs élèves. Je tiens à saluer cet effort aussi qui était assez important. Et enfin, les musées, hein, qui eux avaient un optimisme indéfectible et qui ont toujours cru qu'ils allaient rouvrir à peu près dans les temps et ont préparé les expositions que je vous invite à aller voir. 2 expositions sur la figure féminine et la femme artiste, l'une qui était déjà présentée l'an dernier, mais dont certaines pièces ont été renouvelées. Il s'agit de Chute, à l'Écomusée du Véron. Et puis la belle exposition sur l'œuvre de Dominique Bailly, hein, qui vous invite à un parcours dans différents lieux, dont l'essentiel se trouve au musée Le Carrois, et dans une très belle mise en scène, suggestive, évocatrice, pour lesquels se sont employés, hein, les différents services techniques et agents des musées. Et enfin, une dernière exposition originale, celle qui fait état du bestiaire tapis dans les pièces des collections des musées, de nos 2 musées, et qui montre comment les animaux se sont inscrits dans un grand nombre de pièces avec le cortège de légendes qui les accompagne dans l'histoire. Donc allez les voir. Ceci dit, je reviens à mes délibérations. Ah oui, à condition que je puisse les voir. Donc là, il s'agit d'un certain nombre de délibérations qui concernent des renouvellements de conventions qui se trouvaient à échéance parce qu'elles étaient triennales en 2021, elles étaient triennales, d'autres qui sont renouvelées chaque année. La première concerne l'association Voyage en guitare, hein, qui, depuis des années,
accompagne notamment les journées du patrimoine pour animer plusieurs communes. Jusqu'à présent, il s'agissait de 2 communes essentiellement, à savoir Saint-Germain et Cannes-Saint-Martin. Ils nous ont proposé d'ajouter 2 autres communes cette année à des dates qui précéderont les journées du patrimoine. Il y aura donc 2 autres concerts, un le 18 septembre et un concert le 19 septembre. Non, pardon, 2 autres concerts autour des dates du 10, 11 et 12 septembre, les 2 autres étant dans les journées du patrimoine. Et les communes qui les recevront sont désormais désignées. Il s'agit de Cousiers et de Saint-Benoît-la-Forêt. Donc, je vous demande d'approuver ce renouvellement de convention qui permet d'assurer la logistique de ces 4 concerts pour une somme qui couvre les frais artistiques qui se montent à 4 500 €. Précédemment, le montant de la convention était de 3 000 €. Mais là, il y a 2 concerts supplémentaires. Alors, on va valider la 13.2, mais tu as juste enjambé la 13.1, qui était avec l'association Livre Passerelle, mais on y reviendra après, c'est pas très grave. Excuse-moi. Il n'y a pas de mal. C'est apparu... pas de sujet. Voilà. Donc on fait des remarques, des questions pour la 13.2, on peut passer au vote pour l'association Voyage en guitare. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. Merci. Donc si on peut revenir à la 13.1. La première voilà. que j'ai enjambée, alors à condition de la trouver. Elle ne veut pas venir. Oui, voilà. Donc il s'agit effectivement d'une convention qui se renouvelle chaque année avec l'association Livre Passerelle et qui permet chaque année un travail avec un auteur dans des écoles de la CCVL, et notamment à Seuilly et Marseille. Pour l'édition 2021, les artistes en résidence avec Livre Passerelle sont Claire Lecoeur et Florent Lamourou. Ils rencontreront les élèves de la Rive Gauche en octobre et novembre 2021, et le travail de création fera, comme d'habitude, l'objet d'une exposition en décembre 2021, qu'on a réussi aussi cette année à tenir, tout à fait à la fin de l'année. Cette action est cofinancée et co-animée par l'association Livre Passerelle et la communauté de communes, et la participation financière de la communauté de communes s'élève à 3 000 €. Des questions? Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie. Donc la délibération 13.3 concerne la convention triennale avec la compagnie des Fous Furieux. Oui, alors là, à nouveau, ça a disparu de mon écran. Ça va revenir. Ça va revenir. C'est bon. Il s'agit d'un rapport de présentation de la convocation triennale, cette fois-ci, avec la compagnie des Fous Furieux. Alors, il y aura une petite modification à faire pour être plus exact, notamment dans la localisation de cette compagnie. Donc, vous pouvez lire que cette compagnie est installée, la compagnie des Fous Furieux est installée sur le territoire de la communauté de communes de Chinon-Vienne-et-Loire et maintenant a changé de lieu d'implantation et maintenant sur la commune de Lémeret. Donc ce que je vous propose d'ajouter pour être précis, c'est d'indiquer qu'elle est installée désormais à Lémeret sur la communauté de communes voisine Touraine-Val-de-Vienne. Donc il s'agit d'une activité que cette compagnie mène aussi sur le territoire de la CCVL. Elle produit des spectacles et des cours de cirque. La communauté de communes l'accompagne depuis un certain nombre d'années et elle s'engage à verser annuellement à la compagnie des Fous Furieux pour cette activité qui vous est également décrite dans l'annexe, une subvention de 3 000 €. Y a-t-il des questions, des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. Alors, la convention suivante concerne le renouvellement avec la Générale des Mômes.
Donc il s'agit aussi d'une convention triennale qui accompagne le travail important que fait la compagnie qui s'appelait auparavant Compagnie du Petit Monde, qui a changé désormais de nom, qui s'appelle la Compagnie Générale des Mômes. Cette association renouvelle ses engagements, élaborer une saison jeune public avec les orientations suivantes, programmer au minimum un spectacle par an pour la petite enfance, programmer sur les 3 ans au moins 2 spectacles dans une structure culturelle de la communauté de communes Chinon-Vienne-et-Loire. Le choix des spectacles seront librement décidés et assumés par la Générale des Mômes. Organiser chaque année le festival que vous connaissez, qui s'intitule Confluence, avec au moins un des spectacles présentés sur une commune de la CCVL hors Chinon et Avoine, commune qui pourrait être différente chaque année, créer un spectacle sur les 3 ans de convention, un spectacle nouveau, proposer des ateliers culture dans les écoles du territoire à un tarif réduit. Et là, je vous propose d'ajouter aussi quelque chose, parce que ces ateliers culture qui sont proposés à un tarif réduit sont en général financés soit par les écoles, soit par les communes. Je vous propose d'ajouter la mention suivante à la suite de ce point: informer au préalable les municipalités concernées sur les projets d'ateliers culture proposés aux écoles, si ceux-ci doivent faire l'objet d'une demande de subvention à la collectivité concernée. De façon à ce que, évidemment, dans la mesure où les communes ont à financer une partie du projet ou la totalité, qu'elles puissent quand même l'intégrer dans leur budget d'abord, et puis dire si elles le peuvent. Conclure pour tout projet complémentaire à cette convention portée par une structure culturelle de la commune notée de commune Chinon-Vienne-et-Loire un avenant ou une autre convention pour définir les modalités de ce projet, mentionner le logo de la communauté de communes Chinon-Vienne-et-Loire sur toute publication de la Générale des Mômes et fournir un rapport d'activité, un bilan financier au terme de chaque année civile à la communauté de communes Chinon-Vienne-et-Loire, puisque cette convention dure 3 ans. La communauté de communes Chinon-Vienne-et-Loire, donc en accord avec le respect de l'annualité budgétaire, s'engage à verser chaque année à la Générale des Mômes la somme de 66 000 €. Cette subvention est versée 70% au cours du premier semestre de l'année concernée, le solde de 30% au début du 4e trimestre. Dans le cas où la Générale des Mômes cesserait son activité pour quelque cause que ce soit, il serait procédé à un versement de subvention au prorata temporis si la cessation d'activité survient en cours d'année civile, au prorata du nombre de spectacles si les engagements d'activité ne sont pas respectés. Donc, on vous demande d'autoriser le renouvellement de cette convention triennale entre la Générale des Mômes et la communauté de communes Chinon-Vienne-et-Loire, d'approuver le projet de convention en annexe et d'inscrire chaque année au budget les sommes dues. Y a-t-il des questions? Oui, Francine, dans le petit rajout que tu nous as donné, je crois que tu as dit informer au préalable les communes, et je crois qu'on avait plutôt parlé de consulter au préalable les communes. Oui. Parce qu'informer, ça peut être fait quand tout est déjà bouclé. J'ai le commentaire qui D'accord. Non, mais bon, dans la rédaction, il faudra bien qu'on mette consulter. Consulter. Parce que, on a vu des projets, des fois, qui étaient déjà ficelés sans trop nous en avoir parlé à l'avance. D'autres remarques? Des objections? Des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie. Très bien. La convention suivante concerne une convention de partenariat avec la Générale des Mômes, mais aussi l'école de musique KM et la commune d'Avoine. Alors, il s'agit en fait de 2 projets conçus entre l'école de musique KM et la Générale des Mômes. Un premier projet qui est décrit dans la délibération et qui consiste en un atelier découverte des arts qui s'adresse aux enfants de 6 ou 8 ans. Et ce n'est pas une nouveauté, il existait déjà par le passé, mais cette fois-ci, il est organisé différemment, en accord avec la Générale des Mômes. Il y aura donc 34 séances à partir du 15 septembre 2021, un atelier découverte musique, 12 séances, un atelier découverte art plastique, 11 séances, assumé par l'école de musique, et un atelier découverte théâtre,
11 séances animées par la Générale des Mauves. Ça, c'est le premier projet. Le deuxième projet consiste en une classe d'art dramatique. L'école de musique du Véron a proposé de créer une classe d'art dramatique qui permettait de développer encore davantage ce que proposent l'ensemble des écoles de musique en termes d'initiation aux différentes expressions d'art. Au Conservatoire de Chinon, il y a une classe danse. Ce qui est proposé ici, c'est d'attacher à l'école de musique du Véron une classe d'art dramatique qui concerne un public adolescent et un public adulte. Pour ceux qui voudraient soit se destiner à une pratique amateur de haut niveau, soit à une formation, à une professionnalisation ultérieure. Il propose à la fois, donc, comme on vous le dit, une approche à la fois pratique et théorique du théâtre, qui inclut en premier lieu la pratique du jeu, mais aussi l'histoire du théâtre, sa littérature, ses enjeux sociaux et philosophiques, sa géographie et ses pratiques. Cela inclut aussi une ouverture sur les autres métiers du théâtre, comme la mise en scène, la scénographie, la dramaturgie. Et cette formation sera organisée en cycle, sanctionnée par des diplômes. Donc, il s'agit d'une première, et on a pris soin de cibler un public dans une tranche d'âge qui ne compromet pas ce que fait la Générale des Mauves sur une tranche d'âge plus jeune et qui ne compromet pas non plus ce que fait le lycée avec les options théâtre. C'est la tranche d'âge intermédiaire, plus ces adultes. Donc, y a-t-il des questions? Des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie. Alors, la délibération suivante concerne le réseau des bibliothèques avec la convention de partenariat pour le portail numérique Nomade. Alors, voilà. Oui, là, il s'agit du renouvellement d'une convention avec le conseil départemental qui concerne le portail dont tu viens de parler. Hein. C'est un portail qui a vraiment avantage à être connu, qui offre toutes sortes de services, y compris de l'enseignement à distance, enfin de l'enseignement par voie numérique de langues étrangères. Il y a toute une palette, et c'est d'un accès gratuit, hein, je le signale, pour tous les abonnés au réseau bibliothèque. Chacun peut, pendant 6 mois, suivre des cours de langue. Et il y a toute la palette, pratiquement toute la palette des langues, mais il y a beaucoup d'autres services de formation à l'informatique, toutes sortes aussi d'accès à des catalogues et des revues. Donc la convention triennale arrive à échéance, il convient donc de la renouveler. Sa prise en charge s'élève à 10 centimes par habitant, soit un total annuel de 2 350 €. Et la participation était alors, jusqu'alors, de 11 centimes, donc on y a gagné un peu. Ces ressources numériques, je viens de vous le dire, hein, sont plébiscitées par le public. Y a-t-il des questions à ce sujet? Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie. Alors on arrive à la dernière délibération concernant la culture pour ce soir, et c'est la subvention... Ah non, c'est pas tout à fait la dernière, il y en aura une tout à fait à la fin. après, tout à fait, celle qu'on a fait en ajout, tu as raison, avec l'écomusée. Je vous inflige. Donc celle-là concerne le Conservatoire de musique et de danse Pierre Tabar, avec une subvention 2021, avec le conseil départemental. Oui, c'est ça. C'est une convention habituelle, puisque le conseil départemental, comme vous pouvez le voir dans la délibération, accorde une subvention importante, hein, pour soutenir le conservatoire. Il s'agit donc d'une convention de 37 300 €, hein, qui a augmenté, comme vous pouvez le voir, au fil des années, depuis 2014. Donc, on vous demande d'approuver la convention annuelle avec le conseil départemental d'Indre-et-Loire pour la subvention que je viens de citer. Y a-t-il des questions? Des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie. Merci Francine.
Alors, un point concernant donc l'animation mémoire filmée pour habiter le présent, donc Solidarité et Action sociale. Et je vais laisser donc Geneviève Aillot-Sarguet nous présenter cette délibération. Alors, il vous est proposé aujourd'hui d'accorder une aide pour permettre un projet d'animation dans les 3 structures autonomie, qui sont la Baronnière, les Bergers et les Charmes. Ce projet Mémoire filmée pour habiter le présent associera donc les agents référents, les résidents et les familles. Il consistera en un interview et sa restitution. Vous avez pu prendre connaissance de son contenu dans la délibération. Le budget prévisionnel de cette opération s'élève à 4 303 € pour l'acquisition de matériel nécessaire au tournage des films. Le conseil départemental participe à hauteur de 350 € au titre du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens avec le CIAS. Il vous est donc proposé d'approuver la participation financière de la Comcom pour Mémoire filmée pour habiter le présent, de verser une subvention au CIAS d'un montant de 3 953 € dans le cadre de cette animation, de prévoir au budget les crédits nécessaires et enfin d'autoriser Monsieur le Président ou moi-même à signer tout document nécessaire à l'exécution de la présente décision. Avez-vous des remarques? Des avis contraires? Des abstentions? Je vous remercie. Merci Geneviève. Alors, on arrive maintenant sur un bloc de délibération concernant les ressources humaines. Et je vais donc laisser Daniel Lamry nous détailler la première délibération concernant le compte épargne-temps et la modification de la mise en œuvre. Alors, comme vous le savez, le compte épargne-temps est ouvert aux agents titulaires et non titulaires. Les stagiaires et les non titulaires de droit privé ne peuvent bénéficier du CET. Donc, il est proposé aujourd'hui d'apporter des modifications dans la délibération qui avait été déjà délibéré en septembre 2014. Il vous est proposé aujourd'hui d'apporter des modifications avec d'une part la mise à jour des montants d'indemnisation en cas de décès d'un agent qui ont été réévalués réglementairement et d'autre part de revoir les dates d'alimentation. Donc, si vous le voulez, les dates d'alimentation, c'est à partir de l'année N-1 jusqu'au à partir du 1er décembre de l'année N jusqu'au 31 janvier de l'année N+1. En ce qui concerne les montants, vous les avez à la page 3. Les montants, lorsqu'un agent décède, on verse aux ayants droit le montant des journées de compte épargne-temps. Donc, pour les catégories A, c'est 135 €. Pour les catégories B, c'est 90 € et pour les catégories C, c'est 75 € par jour. Donc, il vous est demandé aujourd'hui d'adopter les modifications telles que je viens de vous les proposer et d'inscrire au budget les crédits nécessaires à cette dépense. Est-ce que vous avez des questions concernant cette délibération? Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Eh bien, je vous remercie. Alors, la délibération suivante concerne une convention financière avec la mairie de Cheillet pour la reprise d'un compte épargne-temps, justement. Alors, nous avons recruté un agent qui appartient à la mairie de Cheillet. Donc, cet agent arrivera dans le courant du mois de juillet. Donc, il avait sur son compte épargne-temps 20 jours. Donc, la mairie de Cheillet va nous dédommager à hauteur de 1 900,60 € pour ces 20 jours de CET. Donc, il vous est proposé d'autoriser Monsieur le Président ou moi-même délégué à signer la convention de compensation financière du compte épargne-temps que vous avez joint en annexe. Est-ce que vous avez des questions sur le sujet? Non. Y a-t-il des avis contraires, des oppositions? Je vous remercie. Des avis contraires ou des oppositions, c'est la même chose. Excuse-moi, Jean-Louis. Tu fais bien de faire. Alors, y a-t-il des avis contraires, des abstentions? Eh bien, je vous remercie. Merci, mon cher Daniel. Je veux faire plus vite que Rémi, mais j'y arrive pas. Tu vois, je suis attentivement. Non, mais t'as raison, t'es là.
Alors maintenant, un point concernant l'avenant numéro 2 de la convention pour le service commun RH entre la communauté de communes et la ville de Chinon. Donc, je vous rappelle qu'il y a un service RH qui a été mis en place à la ville de Chinon en 2007. Donc, néanmoins, on regarde des évolutions des effectifs de la communauté de communes Chinon-Vienne-et-Loire et de la mairie de Chinon. Et pour coordonner les démarches de prévention des risques, il est proposé d'établir un avenant de la convention de service commun afin d'ajouter ces missions à compter du 1er octobre 2021. Donc, il vous est proposé d'adopter l'avenant de la convention de service commun ressources humaines avec la mairie de Chinon à compter du 1er octobre 2021, d'autoriser Monsieur le Président ou moi-même à signer cet avenant. Cet avenant, bien évidemment, comme je vous l'ai dit, concerne la prévention des risques et si vous regardez la convention qui est jointe, donc vous avez à la page 2 de la convention tout le personnel qui fait partie de ce service commun. Donc, il y a deux chargés de prévention qui sont intégrés dans cette nouvelle convention et il y a le transfert de l'agent de la ville qui sera devenu communautaire à partir du 1er octobre 2021 en qualité de chargé de prévention. Et vous avez la répartition financière qui vous est en page 3 où la répartition financière sera la suivante, 15% pour le CIAS parce que évidemment, il y a la convention avec le CIAS qui va passer dans la délibération suivante. 15% pour le CIAS, 20% pour la ville et 65% pour la CCVL. C'est au prorata du nombre d'agents. Est-ce que vous avez des questions concernant cette délibération? On peut passer au vote. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Eh bien, je vous remercie. La délibération 18.2 concerne le service commun RH, et donc avec la communauté de communes et le centre intercommunal d'action sociale. Donc c'est l'avenant numéro 1. C'est exactement la même délibération que je viens de vous présenter avant. Donc il vous est demandé d'adopter l'avenant à la convention du service commun ressources humaines avec le CIAS et la communauté de communes Chinon-Vienne-et-Loire et d'autoriser Monsieur le vice-président ou moi-même à signer l'avenant de cette convention de service commun. La seule différence qu'il y a dans les conventions, c'est que cette convention-là n'intègre pas le fait qu'il y a le transfert d'un agent de la ville de Chinon. Sinon, c'est exactement la même convention, avec la même répartition financière que je vous ai donnée avant. Est-ce qu'il y a des questions sur cette convention de mutualisation? Non. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? Eh bien, je vous remercie. Alors, la délibération 19 concerne une convention de mise à disposition d'agents du service RH de la communauté de communes auprès de la mairie de Beaumont-Véron. Alors, la mairie de Chinon, la mairie de Beaumont-Véron a un de ses agents qui est en congé de maternité. Donc, la communauté de communes Chinon-Vienne-et-Loire va mettre à disposition de la commune de Beaumont-Véron 2 agents administratifs, un adjoint administratif et un adjoint administratif principal pour aider la collectivité dans les missions de gestion de paye du 1er septembre 2021 au 31 décembre 2021. Donc, bien évidemment, vous avez la convention de mise à disposition qui est annexée. Donc, il vous est proposé d'approuver la mise à disposition temporaire et partielle par la communauté de communes Chinon-Vienne-et-Loire de 2 agents du service RH auprès de la mairie de Beaumont-Véron, d'autoriser Monsieur le Président ou moi-même à signer la convention de mise à disposition. Vous avez la convention en annexe. Est-ce que vous avez des questions concernant cette mise à disposition de 2 agents à la ville de Beaumont-en-Véron? Pas de questions? On peut passer au vote. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Eh bien, je vous remercie. Alors, la délibération numéro 20 concerne la subvention à la mutuelle du personnel pour le Noël des enfants. Donc, il vous est proposé d'attribuer une subvention à l'amicale du personnel pour le Noël des enfants d'un montant de 1 800 € pour l'année 2021, correspondant à l'inscription de 90 enfants
à hauteur de 20 € par enfant, ce qui fait 1 800 €, et d'autoriser Monsieur le Président ou Monsieur Vincent Nolet, vice-président en charge des finances, à signer tout document nécessaire pour le versement de cette aide, et de dire que les crédits sont prévus au budget. Est-ce que vous avez des questions? Non. Y a-t-il des votes contraires? Des abstentions? Eh bien, je vous remercie. Alors, on arrive à la délibération ultime pour la culture. On y revient, donc, qui était l'ajout de l'ordre du jour de ce soir et qui concerne un projet d'entrée gratuite pour la session de cinéma plein air qui aura lieu le jeudi 22 juillet à Savigny-en-Véron. Alors, entrée gratuite au cinéma, c'est acquis, mais c'était pour l'entrée au musée musées qui n'était pas acquis, pour laquelle il faut délibérer, on y est obligé. Donc, effectivement, les agents du musée m'ont fait remarquer que ce serait quand même intéressant, puisqu'il y aurait un public rassemblé important, qu'on les invite à visiter les expositions dont j'ai parlé tout à l'heure, et que la meilleure façon de les inviter, c'était peut-être la gratuité. Donc, nous délibérons pour faire en sorte que, à partir du début de la manifestation, qui commence à 19h, jusqu'au moment de la projection, les gens puissent accéder et visiter les expositions gratuitement. Voilà, donc il s'agit de la gratuité d'entrée aux expositions de l'écomusée pendant cette soirée, à partir de 19h, comme je viens de le dire. Et ça confirmerait effectivement le geste de relance de la vie culturelle et la volonté de développer l'accès aux cultures qui l'animent. Ça va de soi. Donc, y a-t-il des questions à ce sujet? Oui. Juste une question rapide. Comme tu le disais tout à l'heure, le projet que tu as mené de ciné en plein air a reçu un engouement de la part des acteurs, des communes. Enfin, oui. Je ne remets pas du tout en cause la question de la gratuité, mais comme il y a eu énormément de monde à l'Ernée la semaine dernière, j'espère avoir le même succès à La Roche-Clermault après-demain. La question est de savoir, est-ce qu'on est prêt à avoir un flux assez important de personnes dans le musée? C'est la seule question. Ça, je ne peux pas le prédire, mais en réalité... il y a un protocole qui permet de limiter les entrées, quoi. Je veux dire, à un moment donné, s'il y a du monde, c'est bloqué, quoi. Oui, c'est le problème. Et il y aura bien entendu des agents qui seront présents pour encadrer. Les agents seront présents et on encadrera en fonction des entrées, quoi. D'accord, parce qu'il y a 200 personnes qui étaient là à l'Ernée, si je ne me trompe pas. Ouais. 250. Ouais. Non, mais il est possible que toutes n'aient pas non plus l'intention de visiter le musée, enfin l'intérieur des bâtiments, que d'autres se répandent aussi dans tout l'espace qui l'entoure. Et où d'ailleurs, il y a aussi quelques œuvres qui sont exposées, à l'extérieur aussi. Bon, mais tu fais bien de le remarquer. Écoute, si on est obligé de filtrer les entrées, ce sera vraiment un signe tout à fait encourageant, quoi. On fait une deuxième séance. Il ne faudrait pas qu'on soit débordé, c'est surtout ça. Oh non, mais là, avec les agents, l'intérêt, c'est que ce n'est pas en open bar. Il faut passer par la boutique d'accueil. Donc, si tu veux, il y a quand même un moyen de filtrer. Comme on a le même protocole en termes d'affluence, depuis la réouverture, il y a malgré tout un protocole sanitaire qui fait qu'on doit limiter le nombre de personnes par salle, donc il sera appliqué de la même façon. Et si jamais il y avait une affluence, qu'on espère, on expliquera aux gens la rotation, les joueurs doivent sortir avant que les autres entrent, et voilà, c'est... Oui, je pense que ça se passera gentiment. Normalement, il n'y a pas de... En fait, tu fais bien de poser la question. L'idée était de faire bénéficier de la possibilité des gens de découvrir l'endroit qu'ils ne connaissent pas forcément, et puis après que ça donne envie d'y retourner, quoi, voilà. Et puis même d'aller dans l'autre après, dans l'autre musée, au Carrois, et à la galerie la galerie d'art de la ville de Chinon. Il y a tout un circuit à faire. Bon, d'autres questions? Des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie. Merci Francine. Eh bien, on arrive donc au terme de notre ordre du jour. Donc, rappelez que pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez déposer maintenant vos tablettes. Ici, on a un petit chariot, donc on va pouvoir les récupérer.
de façon à ce que la maintenance et les mises à jour soient faites, et puis vous serez recontactés lorsqu'elles seront disponibles à nouveau pour que vous puissiez les récupérer. Donc ça sera plus simple pour qu'on les transmette au service informatique. Et donc vous dire que la prochaine séance du Conseil communautaire est prévue le jeudi 16 septembre, hein, donc à 18h normalement donc, à Avoine. Donc, pour moi, j'avais pas d'autres informations particulières. Donc, s'il n'y a pas de demande de prise de parole, eh bien, il me reste à vous souhaiter un bel été, de bonnes vacances pour ceux qui vont partir. Et puis, eh bien, je vous dis à bientôt, dès jeudi à La Roche-Clermault pour le ciné plein air. Et puis après, on espère se retrouver dans des conditions sanitaires convenables pour cet été. Voilà. Merci à toutes et à tous. Oui.